l'actualité de ce lundi, le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal condamne le saccage des locaux du journal Les Échos. Après avoir publié l'hospitalisation de Serigne Moustapha Sy pour cause de Covid-19, le siège du quotidien a été attaqué par des individus. Un acte ignoble selon le CDEPS. L'État a le devoir de protéger les journalistes et les maisons de presse. Cheikh Ahmed Tidiane Niass sera inhumé jeudi prochain à Medina Baye. Le nom de son successeur est connu. Il s'agit de Cheikh Mahi Niass. Le nouveau khalife et le directeur de l'Institut El Hadj Abdoulaye Niass. Son portrait à suivre dans cette édition. Il était considéré comme un géant industriel. Mansour Kama s'en est allé lui aussi. Présent à la levée du corps du défunt président de la CNES, le khalife général des Tidianes a lancé un énième appel aux populations. Dans son oraison funèbre, Serigne Babacar Sy Mansour appelle les Sénégalais au respect scrupuleux des gestes barrières. Selon lui, la dangerosité de la Covid-19 est encore méconnue. Aléa Yakta Est, Sandaga est à terre. Les commerçants vont rejoindre le nouveau site en traînant les pieds. Ils demandent une réhabilitation express du marché historique. Au même moment, les ferrailleurs tirent les marrons du feu du déguerpissement des cantines. Les débris de métal représentent du pain béni pour les ferrailleurs. Vous le verrez dans notre reportage. Voilà pour le titre. Tout de suite, le développement. Le journal Les Échos, victime d'un acte de banditisme. Des individus ont attaqué et mis sans dessus-dessous le siège du quotidien. Le saccage intervient à la suite d'un article paru ce matin faisant état de la contamination au nouveau coronavirus du marabout Serigne Moustapha Sy. L'information barre la une du quotidien. Fatima Touré, Youssou Baro. Une rédaction totalement saccagée, 7 ordinateurs et un écran plat cassé, tel est le décor dans les locaux du journal Les Échos. Tout serait parti d'un article qui annonçait que le guide des Moustarchidines aurait été testé positif au coronavirus. Oui, c'est vers 14h30 que le directeur de publication m'a appelé parce qu'on venait de l'informer que des gens se sont attaqués au journal. Donc moi-même, je me suis déplacé automatiquement. Quand je suis arrivé également, j'ai constaté les dégâts. Donc il y avait des saccages au niveau de la salle de rédaction où 5 ordinateurs ont été cassés, plus la télévision. À mon bureau où se trouve également le monteur, nos 2 ordinateurs ont été cassés également. Un acte déplorable et répréhensible selon le rédacteur en chef du journal. Il faut vraiment regretter ce fanatisme qui risque de coûter cher, surtout à la presse. Donc quand vous supposez que quelqu'un a écrit une fausse information sur vous, mais vous avez d'autres voies pour le faire savoir. Donc de demander réparation par exemple. Mais venir s'attaquer, agresser comme ça les gens, saccager le locaux, c'est inadmissible et inacceptable. Les journalistes ont reçu la visite du Forum social Mignane Diouf, venu leur apporter son soutien. Et de condamner jusqu'à la dernière énergie cet acte ignoble, inexplicable, injuste et inqualifiable dans une république. Je crois que la justice sénégalaise, sans doute, cette fois-ci, prendra les dispositions nécessaires pour que les journalistes, les organes de presse soient protégés et que cet acte ne puisse plus jamais se reproduire dans l'étendue du territoire. Une plainte est même déposée. Une enquête sera faite afin de situer les responsabilités. La section de recherche de la gendarmerie nationale était sur les lieux. Et le préjudice pourrait s'élever à plusieurs dizaines de millions de francs CFA selon le CDEPS. Heureusement, aucun dommage physique n'a été déploré pour le vigile seul présent à la rédaction. Les auteurs de cette barbarie prétextent de la publication par le quotidien Les Échos de l'hospitalisation pour cause de Covid-19 du responsable moral des Moustarchidines ou Al-Moustarchidat, le marabout Serigne Moustapha Sy, le journal qui n'a fait que relater l'information selon
selon le CEDEPS, a même souhaité un prompt rétablissement au marabout. Le Conseil des éditeurs et diffuseurs de presse du Sénégal condamne avec fermeté cette agression ignoble et exprime toute sa solidarité au journal Les Échos, à ses travailleurs et à sa direction. À chaque fois, selon le CEDEPS, qu'il y a agression contre les journalistes, les auteurs de ces barbaries refusent en fait à la presse le droit d'informer. La presse est intimidée pour ne pas exercer sa liberté d'informer. C'est là une menace récurrente et permanente pour la liberté de presse. C'est la énième agression contre les journalistes après la station RFM de Mbacké, le directeur de publication de Wagram Place, la 7TV. Aucun des agresseurs n'a jamais été pris et il règne une sorte d'impunité d'auteurs de violences contre les journalistes et les maisons de presse. Selon le CEDEPS toujours, les forces de sécurité sont restées muettes sur les auteurs de ces agressions contre la liberté de presse. Aucun des forfaits commis contre la liberté de presse n'a aussi fait l'objet de poursuites devant des tribunaux. L'État a le devoir de protéger les journalistes et les maisons de presse. Le CEDEPS en appelle encore au ministre de l'Intérieur, au gouvernement et au président de la République, Macky Sall. Autre réaction, c'est celle de Reporters sans frontières. RSF International condamne une telle attaque et demande une enquête. Saccagée pour avoir informé, pour avoir publié un article annonçant l'hospitalisation pour cause de Covid-19 d'un influent chef religieux musulman. Les locaux du quotidien Les Échos ont été mis à sac, peut-on lire dans un tweet publié par Reporters sans frontières. L'autre grand titre de cette édition, c'est ce jeudi que sera inhumé le défunt khalife de Medina Baye, décédé la nuit dernière. Cheikh Ahmed Tidiane Niasse est succédé par Cheikh Mahi Niasse, désormais le nouveau khalife de Medina Baye. Son portrait avec Mamadou Fall. Cinquième khalife de Cheikh Ibrahim Niasse, Cheikh Mohamedou Mahi est un grand érudit de l'islam. Ses connaissances islamiques ne sont plus à démontrer. Il est le directeur de l'Institut islamique El Hadji Abdoulaye Niasse, un institut qui reçoit plus de 6 000 étudiants tous les ans. Plusieurs nationalités puisent de la connaissance, mais également y enseignent. Cheikh Mohamedou Mahi est le cinquième fils de Cheikh al-Islam. Coïncidence, il devient le cinquième khalife de Medina Baye. Un khalife réputé très ouvert d'esprit, humble et très disponible. Son franc-parler fait sa particularité. D'ailleurs, beaucoup retiennent de lui son fameux discours devant l'équipe gouvernementale, laquelle il demandait à se comporter de manière exemplaire suivant les recommandations divines. Le peuple est le reflet de son dirigeant, avait-il lancé. Cheikh Mahi a été initié au précepte islamique par son père avant de l'envoyer à l'étranger. Le cinquième khalife de Medina Baye est né en 1939. Homme très ouvert, il mémorise le Coran à l'âge de 12 ans. Très connu dans la sous-région, il est qualifié comme l'ambassadeur de Medina Baye. Toute sa vie, il la consacre à la jeunesse sénégalaise. Âgé de 81 ans, Cheikh Mahi Niasse est une référence pour les descendants de Baye Niasse. Les fidèles se ruent toujours, Mamadou, vers Kaolack. La grande mosquée de Medina Baye est le point de convergence. Nos équipes ont recueilli les témoignages de quelques talibés niassènes encore étreints par l'émotion. Le Sénégal a perdu un grand homme, Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niasse, un homme qui fait la fierté de son père. Il a toujours travaillé aux côtés de ses aînés, jusqu'à ce qu'il accède au khilafa. Il a beaucoup œuvré pour la communauté, pour l'islam, pour les hommes. Nous avons perdu, l'islam a perdu Khalifa Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahim Niasse, un digne fils de Baye qui a beaucoup œuvré pour les musulmans. C'est une grosse perte et nous avons été surpris par son rappel à Dieu. Mais nous rendons grâce à Allah. Nous rendons grâce à Dieu. C'est une grosse perte pour toute la Oumma islamique, pour la tariqa Tijaniya, pour la Faïda. C'était un frère musulman, un soufi, un homme général. Il fait partie des choix de Dieu. Et son père, Baye Niasse, lui avait exprimé toute sa fierté.
Ouais, le Sénégal a aussi perdu un de ses autres illustres fils ce week-end. Mansour Kama, le patronat pleure. Un capitaine d'industrie. Amis proches lui ont rendu un dernier hommage à la cérémonie de levée du corps ce matin à l'hôpital principal. Pape Faraning et Diafaraba. C'est un excellent. De l'émotion, de la tristesse, mais aussi des larmes de douleur sur le visage de la famille de Mansour Kama, arraché à notre affection hier pour ses enfants. Leur père fut irréprochable sur tous les plans. C'est une grosse, énorme. Mon homme suñu pape, mon homme suñu yaay, mais il nous a éduqués dans l'islam. Il nous disait tout le temps, il faut tout remettre dans les mains de Dieu. Nakar bu metti la pour ñun ñëpp, pour tout le monde, mais am nañ ci yaakaar bu baax am nañ ci yaakaar. Ce que Mansour Kama a fait pour une communauté de la Casamance, une communauté de 10 villages. Pendant 8 ans, Mansour Kama a convoyé une trentaine de médecins tous les mois d'août et pendant 3 jours, ces médecins-là soignaient les habitants des 10 villages, donner des médicaments. Un véritable homme de valeur et de principe, témoignent ses compagnons de longue date. Pour eux, Mansour Kama était le pilier de l'entreprise privée au Sénégal. Mais Mansour était un homme de convergence, un homme de rassemblement et d'union des cœurs. Mansour était en un mot un homme de paix, un homme sans histoire, même s'il est un homme de l'histoire. Mansour était un grand Sénégalais, c'était un seigneur et de l'industrie et un seigneur tout court, par son port, par son comportement et par sa loyauté dans l'amitié. Quand j'étais ministre du Travail, il était l'un de mes meilleurs conseillers, celui que j'écoutais le plus, parce qu'il connaissait l'entreprise, il avait le sens du réalisme et il cherchait à chaque fois le compromis possible pour dépasser les situations et les conflits. Il était très attaché à la culture sérère. Mansour était quelqu'un qui s'est beaucoup investi pour la promotion des cadres intellectuels sérères. Je l'ai vu par exemple donner beaucoup de moyens à des étudiants qui faisaient des mémoires ou qui faisaient des recherches. Originaire de Toukar, il a construit une grande mosquée dans ce village. Avant de rejoindre sa dernière demeure, le khalife général des Tidjanes, Serigne Babacar Sy Mansour, a tenu à prier pour le défunt. Mansour Kama repose désormais dans les cimetières musulmans de Yoff. Vous l'avez dit, Pafara, le khalife général des Tidjanes était présent à la levée du corps du président Mansour. Dans son oraison funèbre, Serigne Babacar Sy Mansour a une nouvelle fois appelé les Sénégalais au respect des gestes barrières. Selon lui, les populations méconnaissent encore la dangerosité du coronavirus. Il faut travailler plutôt que d'installer la polémique dans le pays. Pour l'intérêt du Sénégal, il faut dialoguer. L'autre chose, c'est le coronavirus. Cette maladie fait des ravages et perdure. Personne ne connaît son origine. Toute maladie a un remède. Les autorités doivent changer de stratégie. Chaque jour, on donne un bilan. Ce n'est pas la solution. L'État doit dire la vérité à la population. Nous n'avons pas les moyens d'éradiquer cette pandémie. Et beaucoup de Sénégalais ne croient pas à la maladie. Parce que la population comprendre. Le SARS-CoV-2 continue de se propager dans le pays. 2 décès et 42 Covid+ sont rapportés aujourd'hui sur les 10 386 cas au Sénégal. Plus de 7 000 sont enregistrés à Dakar. Comment expliquer cette explosion des cas dans la capitale? Élément de réponse avec Alassane Ba.
Le Sénégal compte officiellement ce lundi 10 386 cas déclarés positifs au Covid-19. Un chiffre qui démontre le rythme soutenu de la propagation du virus. Dakar, la région la plus touchée. Plus de 7 713 cas recensés. Dakar Ouest compte 1541 cas. Dakar Centre 1509, Dakar Sud 1413 et Dakar Nord 1206. Touba se retrouve avec 569 cas. Deuxième localité plus touchée, Guédiawaye 501 cas, Mbao 390, Thiès 376, Rufisque 304, Keur Massar 225, Ziguinchor 209, Pikine 188, Tivaouane 186, Sangalkam 173, Mbour 145, Popenguine 139, Diamniadio 137, Yeumbeul 126, Sédhiou 109, Kaolack 100, Pout 91, Vélingara 78, Goudiri 63, Mbacké 57, Saint-Louis 54, Diourbel 51, Khombol 50, Fatick 37, Bignona 34, Louga 33, Kédougou 31, Richard Toll 27, Tambacounda 23, idem pour Matam, Méré aussi 23, Joal 17, Tchadjaï 16, Bounkiling 13, Oussouye 12, Nioro du Rip 6, Linguère 6, Djouloulou 5, Kaffrine 5, Koki 4, Kanel 4, y compris Passy et Kébémer, Kolda et Koungheul 3. Au total, 63 districts ont été touchés. Les patients sous traitement sont estimés à 3273, 6901 guéris, 211 décédés. Justement, sur les cas de décès, les personnes âgées sont les plus touchées. Et pourtant, les autorités sanitaires ne cessent d'inviter les plus jeunes à protéger cette couche. Certains patients sont arrivés à l'hôpital tardivement avant de décéder. Un autre problème à résoudre. Idem pour celui du respect des gestes barrières. L'assouplissement des mesures de restriction a constitué un tournant décisif dans la progression du virus. Un relâchement noté au sein des populations au moment où certains ont engagé la bataille communautaire. Et Alassane, le pire est à craindre si l'on y prend garde, selon des spécialistes de la santé. C'est aujourd'hui un secret de Polichinelle. La tension hospitalière est un des indicateurs de l'activité épidémique. Il n'empêche, le relâchement persiste chez les populations. Aminata Marisso. Plus de peur. J'ai vraiment peur. Parce que ce que je vois dans les rues, ce que je vois du comportement des Sénégalais, j'ai vraiment peur. Une peur pour ces citoyens, oui. Et pourtant, dans le quotidien des Sénégalais, la page Covid-19 semble tourner. Certains disent que ce sont des rumeurs aussi. Et pour moi, la maladie existe bel et bien aussi à la pandémie. Donc, il faut que les Sénégalais s'habituent à porter des masques aussi, à respecter les mesures barrières. Les gens ne portent plus les masques. Ils n'ont pas laissé les rassemblements. Donc, les gens doivent redoubler d'efforts. Les gens sont en train de mourir, les gens sont en train de tomber malades. Et la situation, on ne sait même pas, parce qu'on vient tous de sortir de la Tabaski. Vous avez compris ce qui s'est passé avant la Tabaski. C'est sûr que dans les jours à venir, on risque d'avoir des situations extrêmement graves. Ces images, à la veille de la Tabaski, une illustration du relâchement de certains de nos compatriotes, le laxisme et la stratégie de communication, entre autres faits pointé du doigt. La communication n'était pas très bien faite parce que la communication doit être communautaire. Par exemple, ça doit partir à la base. Mais quand le discours a été fait sur la base du relâchement, vous avez compris, les populations vont faire ce qu'on est en train de faire. C'est par rapport au discours qui a été fait. Il n'y a pas autre chose, c'est un problème de communication qui a été fait. Une accentuation de la sensibilisation, une sensibilisation à la base, principal plaidoyer. Il faut toujours continuer à sensibiliser, à parler avec les populations, parce qu'il y a certaines personnes qui n'entendent pas. Donc, on les parle une fois, deux fois ou trois fois, peut-être elles parviendront à comprendre ce qui se passe. Mieux vaut penser à comment arrêter cette propagation que de beaucoup plus penser à comment traiter la maladie. À ce jour, le Sénégal compte 211 décès liés à la Covid-19 et 3275 patients sous traitement, une propagation du virus à grande échelle qui contraste avec ses habitudes.
Merci Aminata. Et l'alerte est rouge également à Saint-Louis. Les cas communautaires se multiplient. La région a enregistré 48 cas issus de la transmission communautaire sur les 85 positifs. Pour les Saint-Louisiens également, c'est dû au relâchement de la population. Le médecin-chef déclenche le tocsin. Ousseynou Diop, Habib Seck. Depuis le début de la pandémie du coronavirus, Saint-Louis est à 48 cas communautaires. Parmi ces 85 cas, nous avons 48 cas communautaires, 21 cas importés et 16 cas contacts. Dans la région, depuis presque une semaine, les cas communautaires se multiplient. Les Saint-Louisiens sonnent l'alerte. Sensibiliser les populations, pour sensibiliser les gens qui sont dans les marchés, qui sont dans les gares routières, qui sont partout au niveau de Saint-Louis, parce que les cas communautaires se développent ici au niveau de la commune de Saint-Louis. Ça, c'est grave pour les populations saint-louisiennes. Avec plus de 10 cas communautaires en moins d'une semaine, il faut donc respecter les mesures barrières édictées par les autorités sanitaires. C'est du moins l'avis des Saint-Louisiens. L'État doit être en mesure de mettre des règlements en vigueur pour qu'on puisse respecter toutes ces règles. Et si on ne respecte pas ces règles, donc automatiquement les cas communautaires vont se multiplier et ça a amené ce qu'on appelle un chaos total. Du côté de la région médicale, on plaide surtout pour le respect des mesures barrières. Le médecin-chef de la région sensibilise également les Saint-Louisiens sur les dangers. Il faudra en faire une question de vie ou de mort parce que cette augmentation de cas ne doit pas continuer puisque nous allons avoir de plus en plus de cas sévères à gérer et c'est ça le plus difficile au niveau de cette épidémie vu la capacité litière qui n'est pas très grande. Donc j'en appelle vraiment à la responsabilité de chacun. Saint-Louis était considéré comme une zone de référence dans la lutte contre la Covid-19. Mais depuis quelques semaines, les cas communautaires augmentent. Les populations ont le choix entre la propagation du virus et le respect des mesures barrières. Et pour ne rien arranger, le syndicat des travailleurs de la santé et du secteur social va battre le pavé demain mardi. Chersek et ses camarades réclament de meilleures conditions de travail et le recrutement d'agents de santé. En ce qui concerne le problème des plans de carrière de certains corps, surtout des corps des paramédicaux, qui avec leur cursus de formation devraient être intégrés dans le nouveau corps depuis presque la réforme qui avait été lancée depuis 2009. L'autre élément, c'est en rapport avec le déficit en personnel que nous constatons. Ce n'est pas le déficit de diplômés, mais le malheur est qu'aujourd'hui, au Sénégal, chaque année, on recrute. L'État peut-être donne, ou bien chaque 2 ans, des postes budgétaires. Ce que nous constatons, si ces possibilités, si ces 1000 postes, au lieu de nous recruter le personnel dont nous avons besoin, ça veut dire du personnel soignant, que ce soit médecins, infirmiers ou sages-femmes, ou personnel d'appoint, assistants ou travailleurs sociaux, on nous recrute à la place du personnel dont nous n'avons pas besoin, qui n'ont même pas de profil et qui n'ont pas de qualification. Nous n'avons pas d'indemnité de logement. Vous entendez les autres réclamer de rehausser leur indemnité de logement. Propos recueillis par Aminata Mbaresso et Gervais Yao. Dans l'actualité judiciaire, affaire de l'agression du professeur Seydi, Amadou Ngom Gueye écope de 6 mois de prison avec sursis. Le tribunal l'a reconnu coupable d'outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions. Professeur Seydi ne s'est pas présenté à l'audience, mais ses conseils ont annoncé son désistement. Maïmouna Ndiaye. Le tribunal a finalement condamné coupable Amadou Ngom Gueye qui a agressé le chef de service des maladies infectieuses de Fann, professeur Seydi. Il prend une peine de 6 mois avec sursis. L'ingénieur en mécanique est venu au Sénégal juste pour célébrer l'Eid el-Kébir en famille. Malheureusement, il l'a passé en prison. Les faits qui lui sont reprochés, outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions, à la barre, le prévenu a présenté ses plates excuses. Selon lui, une seule fois, il n'a voulu mettre en danger la vie d'un éminent professeur comme Moussa Seydi. Il reconnaît l'avoir interpellé à sa sortie du cimetière de Yoff. Il a sauté sur l'occasion pour l'interroger sur les risques de contamination d'une personne décédée de Covid-19. Le parquet, pour sa part, ne voit pas la nécessité d'une telle exigence. Inutile, d'après le procureur, d'insister face à un interlocuteur qui décide de ne pas répondre. La partie civile parle d'une affaire particulière. Maître Bamba Sissé n'a pas manqué de rappeler la participation du chef de service des maladies infectieuses dans la lutte contre cette pandémie. Les conseils du professeur Seydi d'annoncer le désistement
Il précise qu'au départ, leur client n'avait pas l'intention de porter plainte. Cette arrestation, selon eux, doit servir d'exemple à tous ceux qui pensent que le virus n'existe pas. La défense, elle, a plaidé pour l'application bienveillante de la loi. Elle a demandé qu'on prenne en compte les propos spontanés du prévenu. Merci Maïmouna. Élargie de prison à la veille de la Tabaski par grâce présidentielle. Après plus de 2 décennies derrière les barreaux, Pape Ndiaye, le Benjamin de la bande Inno Alex, raconte sa vie carcérale. Nos équipes l'ont rencontré chez sa famille au quartier Fass à Rufisque. Ousseynou Cham, Ahmadou Bamba Samb. Ancien Benjamin de la bande à Inno Alex, condamné à perpétuité, récemment élargi de prison après 24 ans par grâce présidentielle, Pape Ndiaye nous explique comment il a appris et vécu cette grâce du chef de l'État. Je n'étais pas avisé, je le suis via TFM. J'étais dehors au moment où l'information tombait. Je n'étais pas en cellule. Les gens qui l'ont su sont venus vers moi pour me féliciter. Je remercie vraiment le président de la République de m'avoir donné une seconde chance. Je compte la saisir. Je veux le saisir. En prison où il était devenu une référence pour les autres détenus, Pape, comme l'appellent affectueusement ses proches, a côtoyé d'imminentes personnalités. Alex a assumé un responsable. Alex a assumé toutes ses responsabilités en déclarant qu'il achetait des véhicules, contrairement à moi. Quant à Djibi, il discutait avec d'autres détenus. D'ailleurs, je ne l'ai jamais croisé en dehors de la prison. Je ne le connais pas en dehors. Après plus de 20 ans passés en prison, Pape Ndiaye estime que les conditions de détention ont beaucoup évolué. L'administration pénitentiaire, merci beaucoup. Je remercie l'administration pénitentiaire. Elle a formé beaucoup de détenus. Sous l'aile protectrice de Inno à 18 ans, le jeune Rufisquois se dit meurtri de voir tous ces jeunes de cet âge se bousculer dans les prisons. Je remercie l'administration pénitentiaire. Elle a formé beaucoup de détenus. Il faut stopper la commercialisation des Jakarta. Conscient de la stigmatisation qui l'attend, il se dit prêt mentalement et psychologiquement. Psychologiquement, bien avant. Je suis prêt psychologiquement à affronter le monde extérieur. Je sais qu'ils porteront un regard sur moi, mais c'est normal. Pour me Pour réussir sa réinsertion sociale, Pape Ndiaye compte sur l'appui et le soutien de tous, notamment sur celui du chef de l'État, Macky Sall, qui l'a gracié. Merci Ousseynou. Venons-en à la démolition du marché Sandaga. Ça y est, l'opération a été effectuée hier soir et c'est en traînant les pieds que les commerçants de Sandaga vont rejoindre le nouveau site du champ de course qu'ils jugent trop exigu. Le collectif des commerçants pense déjà au retour à Sandaga après la réhabilitation du marché. Les marchands invitent au respect des délais de réfection de Sandaga. Quand on demandait un cadre adéquat et un site bien situé, bon, ce n'était pas le champ de course. Parce qu'on avait demandé une inclusion dans tout ce qu'on devait faire. Le ministre n'en a pas tenu compte. Il a fait exactement la réplique de Sandaga. Et puis dans un endroit très enclavé, j'espère que le bon Dieu nous viendra en aide et que les gens et qu'il fera une bonne communication qui permettra aux gens de savoir que Sandaga a été délocalisé au niveau des champs de course. Beaucoup de souvenirs, parce que nous on pense que Sandaga c'est la vie. Sandaga c'est tout pour nous. Et aucun autre endroit ne peut être plus charmant que Sandaga. Parce que là où tu as fait 40 ans, 50 ans, où tu as reçu toute ta vie, où tu as vraiment été je ne trouve même pas le mot, tellement on l'a dans le cœur, Sandaga. Aujourd'hui, c'est très triste, le cœur dans l'âme qu'on quitte Sandaga. Même si c'est pour des raisons de vétusté et qu'on doit reconstruire, vous savez que déménager, c'est une chose très dure. Et c'est ce qui nous arrive aujourd'hui. Néanmoins, nous l'acceptons en souhaitant et en priant que l'État
accomplisse et respecte ses engagements. Bril Diakhaté était l'invité d'Info du matin. Et puis le malheur des uns fait le bonheur des autres. Les ferrailleurs trouvent leur compte dans cette démolition et le déguerpissement des cantines. Les tas de débris de métal représentent une vraie aubaine pour les ferrailleurs. Vous allez le voir dans ce reportage de Fat Bintou Conté et Diafaraba. Après le passage du bulldozer ce dimanche au marché Sandaga, les ferrailleurs ce matin se sont rués vers les cantines détruites. Une quantité considérable de fer a été ramassée par des jeunes. Nous ne voudrions pas laisser toute cette ferraille ici. Ce serait une grosse perte pour nous. On en a besoin, du coup on ramasse le maximum de fer. Cela peut nous servir. Le marché Sandaga, libéré des emprises occupées par les cantines, le grand bâtiment détruit, un souvenir qui s'en va pour certains Sénégalais. On garde beaucoup de souvenirs ici. C'est pourquoi on est nostalgique. On pouvait bien laisser les marchands ambulants ici pendant quelque temps, le temps de trouver une solution. Nos grands-parents, nos parents ont tous travaillé dans ce marché. C'est une question de génération. On a toujours vécu ici. Relogés au champ des courses, certains marchands ne comptent malheureusement pas y aller. Moi, je préfère être marchand ambulant ailleurs que de l'être au niveau des champs de courses. Là-bas, ce n'est pas un marché car c'est très étroit. Je ne m'y retrouve pas. Le marché Sandaga fait partie des destinations préférées des Dakarois, mais ils vont devoir s'habituer à ne plus y mettre les pieds pour une durée de 2 ans. Merci Fat Bintou. Et puis en sport, le Sénégal, en beach soccer, le Sénégal candidat à l'organisation de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations du football de plage sous réserve de l'approbation du gouvernement. Une nouvelle qui enchante déjà. Ngala Sylla, il est l'entraîneur des Lions du beach soccer. Selon lui, c'est une demande nationale. Il est interrogé par Cher Sadibou Diarra. Le Sénégal est officiellement candidat, mais il reste maintenant l'engagement de l'État du Sénégal pour la dernière ligne droite, mais l'essentiel c'est que le Sénégal montre son intérêt d'organiser la CAN, ce qui est tout à fait, encore une fois, normal, d'autant plus que la population du Sénégal, les supporters veulent cette organisation, comme on l'avait dit au départ, que c'est une demande nationale. Mais comme vous le savez, nous sommes dans un pays très organisé. Et après une demande des supporters, le souhait de l'encadrement technique et des joueurs, ça ne fait qu'un bonheur pour tous les Sénégalais de voir les Lions jouer à domicile et espérer de faire une bonne participation. Et puis en football sur le rectangle vert maintenant, c'est officiel, Teungueth FC en Ligue des Champions et Jaraaf à la Coupe des Confédérations vont représenter le Sénégal aux prochaines compétitions interclubs de la CAF. L'arbitre international sénégalais Maguette Ndiaye, présélectionné pour la Coupe du Monde 2022, Gianni Infantino blanchi par ses collègues au sein de la FIFA. Le round-up de l'Actu Sport avec Cher Sadibou Diarra. Teungueth FC et Jaraaf vont bien représenter le Sénégal aux compétitions interclubs de la Confédération africaine de football saison 2020-2021. La Fédération sénégalaise de football l'a confirmé via un communiqué. TFC et Jaraaf prendront part respectivement à la Ligue des Champions et à la Coupe de la Confédération. L'instance fédérale espère un bon parcours dans ces compétitions en promettant un accompagnement. Le nouveau calendrier des demi-finales et finales des compétitions interclubs de la CAF saison 2019-2020 est dévoilé. À huis clos, le Final Four de la Coupe de la Confédération va se tenir au Maroc. Les demi-finales sont prévues les 22 et 23 septembre prochains, la finale le 27 septembre à Rabat. La Ligue des Champions reste sur le format des demi-finales en aller et retour. Les 25 et 26 septembre pour l'aller, les 2 et 3 octobre pour le retour. La finale est prévue le 16 ou 17 octobre, soit au Maroc ou en Égypte. La CAF a également dévoilé sa présélection des arbitres retenus pour la Coupe du Monde 2022. L'Éthiopien Bamlak Tessema, qui a participé à la dernière Coupe du Monde, fait partie de la liste, comme le Sénégalais Maguette Ndiaye. Ce professeur d'éducation physique et sportive est le numéro 1 au Sénégal depuis la retraite de Malang Diédhiou. La Fédération internationale de football, la FIFA, prend la défense de son président, Gianni Infantino. Le secrétaire général adjoint Alastair Bell qualifie la procédure pénale qui vise Infantino en Suisse d'injuste et de grotesque.
Pour lui, il n'y a aucune base juridique factuelle pour cette enquête, martelant sa conviction sur une issue heureuse pour le président de la FIFA. Pourtant, le parquet suisse dit détenir des éléments constitutifs d'un comportement répréhensible. Affaire à suivre. Merci, cher Sadibou, c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'Info. C'est à vous, Aram. Vous recevez ce soir M. Mortal.